Ce jour-là, lorsque les médias du monde entier ont annoncé qu'une équipe de chercheurs avait mis au jour de la glace renfermant de l'air vieux de 6 millions d'années, beaucoup ont tout de suite parlé d'une révolution scientifique. Les articles destinés au grand public ont commencé à paraître autour du 3 novembre et ont suscité un intérêt sans précédent, culminant avec la diffusion d'un communiqué scientifique majeur daté du 5 novembre 2025. Pour replacer ce moment dans le contexte de la recherche, il faut se souvenir qu'une étude source venait tout juste d'être publiée le 28 octobre de la même année et qu'elle s'appuyait sur des résultats de terrain recueillis durant plusieurs années. Le cœur de la découverte résidait dans des carottes de glace extraites de la région des Alan Hills, située à l'est du continent antarctique. Là-bas, dans cette zone décrite comme une ère de glace bleue, en raison de la façon dont la surface glacée reflète la lumière, les chercheurs ont foré en profondeur et trouvé non seulement de la glace datant de l'époque du Miocène, mais surtout des bulles d'air piégées qui offraient la possibilité de respirer, pour ainsi dire, l'atmosphère d'une époque révolue depuis des millions d'années. Pour mieux comprendre à quel point cette découverte s'avère inédite, il faut rappeler le précédent record d'ancienneté de glace directement daté. Jusqu'alors, des travaux réalisés dans la même zone des Alan Hills avaient mis en évidence un âge d'environ 2,7 millions d'années, ce qui paraissait déjà extrêmement élevé par rapport aux grands carottages successifs. Les carottes de glace continue, comme celles forées au Dôme C dans l'Antarctique de l'Est, un site emblématique souvent nommé Epica Dôme C dans la littérature scientifique, le remontait qu'à 800 000 ans environ. Pourtant, grâce à ce nouveau travail, les chercheurs ont plus que doublé le précédent record en atteignant près de 6 millions d'années. Il est donc difficile de surestimer l'importance de cette avancée, car tout le discours climatique reposait jusqu'ici sur des données plus récentes. La possibilité d'accéder à un air fossile plus ancien donne un aperçu direct de la composition de l'atmosphère au moment où la Terre connaissait des conditions climatiques bien différentes de celles de notre époque. La région des Alan Hills Blue Ice Area, souvent abrégée en BIA dans certains articles de recherche, se présente comme un endroit unique pour dénicher des fragments de temps profondément enfouis. L'Antarctique, immense et recouvert de glace, comporte des endroits où le vent katabatique, très puissant, et la dynamique des glaces exposent à la surface ou à faible profondeur des couches glaciaires extrêmement anciennes. Au lieu de s'accumuler en strates et de descendre graduellement dans les profondeurs du continent, une partie de la glace remonte, guidée par la topographie et les mouvements lents qui agitent la calotte. Il en résulte une sorte de fenêtre, le long des flancs rocheux ou des sommets, où l'on peut espérer trouver et extraire ces témoins du passé sans devoir forer à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Dans le cas présent, la localisation choisie était si prometteuse qu'elle a fait l'objet de nombreuses campagnes de terrain entre 2019 et 2023. Des équipes de chercheurs, soutenues par un programme appelé Coldex, ont installé la logistique nécessaire pour extraire plusieurs forages peu profonds. Ils ont ainsi collecté des carottes de glace, ces cylindres transparents que l'on obtient en forant progressivement dans la calotte, tout en veillant à préserver leur structure interne. Le Miocène est une époque géologique qui s'étend d'environ 23 millions à 5 millions et 3 dixièmes d'années avant le présent, tandis que le Pliocène commence vers 5 millions et 3 dixièmes d'années et se poursuit jusqu'à 2 millions et 6 dixièmes d'années. Si l'on se place autour des 6 millions d'années, on se situe exactement à la frontière entre le Miocène tardif et le début du Pliocène. À cette période, la planète ne ressemblait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Les concentrations naturelles de dioxyde de carbone et de méthane n'étaient pas nécessairement les mêmes, et la configuration des continents était légèrement différente, malgré des positions générales déjà comparables à l'époque moderne. Pour les climatologues et les paléoclimatologues, c'est une mine d'or d'avoir accès à ce qui constitue, en quelque sorte, un échantillon direct de l'ère de cette époque. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des indicateurs indirects, que l'on nomme souvent proxy, comme la composition isotopique des coquilles de micro-organismes marins ou la répartition de certains pollens fossilisés, on peut à présent analyser directement l'atmosphère du passé. Les implications sont nombreuses, notamment pour mieux comprendre comment la Terre a réagi à des phases chaudes ou froides, ce qui peut éclairer notre situation actuelle. L'inédit de cette trouvaille se mesure aussi à la distance qui la sépare des études antérieures. PubMed, un catalogue de références scientifiques très fourni,
recense en effet diverses études sur les échantillons anciens de la région des Alan Hills, lesquelles concluaient déjà, il y a quelques années, que la zone BIA fournissait un accès unique aux périodes antérieures à l'arrivée des grands cycles glaciaires du Quaternaire. Néanmoins, jusqu'alors, on n'avait jamais dépassé la barre de 3 millions d'années. Certains scientifiques supposaient que l'on pouvait peut-être trouver de la glace encore plus ancienne, mais la question restait posée de savoir si l'on pourrait un jour franchir le cap du Pliocène pour se plonger dans le Miocène. À ce jour, la barrière symbolique de 6 millions d'années vient justement d'être franchie, et cela change considérablement la donne. Désormais, lorsqu'on évoque l'histoire du climat, on peut parler de mesures directes d'ère fossile, qui précèdent même les cycles glaciaires réguliers, connus pour caractériser les 2 derniers millions et 6 dixièmes d'années. Le programme Coldex a joué dans cette entreprise un rôle central. Lancé pour servir de soutien et de coordination à différents projets climatiques polaires, il a permis de réunir des équipes internationales prêtes à se relayer sur le terrain. La période de 2019 à 2023 a ainsi vu plusieurs missions se succéder, profitant des saisons estivales relativement plus clémentes en Antarctique pour accomplir les tâches de forage et de transport. Les chercheurs de Coldex, parfois en collaboration avec d'autres organismes, ont également mis au point des protocoles visant à éviter toute contamination des échantillons. En effet, lorsque l'on manipule de la glace ancienne pour en extraire les gaz, il est impératif de s'assurer que la surface n'a pas été polluée par l'air ambiant d'aujourd'hui. Des précautions strictes sont prises, comme le fait d'effectuer les forages avec des outils stériles et de protéger les carottes dans des housses hermétiques. De la même manière, les équipes qui travaillent en laboratoire réalisent des tests de contrôle pour vérifier que le gaz analysé correspond bien à ce qui était enfermé dans la glace, et non à un mélange indésirable. Les études publiées dans des revues spécialisées, qu'il s'agisse de journaux comme Nature ou Science, mentionnent la complexité de la phase d'interprétation, car il faut tenir compte de processus de diffusion ou d'éventuelles fractures microscopiques qui pourraient laisser s'échapper une partie du gaz ancien. Le principe de l'analyse repose sur plusieurs approches complémentaires. Au niveau de la glace elle-même, on réalise des mesures d'isotopes stables de l'oxygène et de l'hydrogène. En termes simples, l'oxygène et l'hydrogène possèdent différentes variantes isotopiques, et leur répartition indique la température à laquelle la neige s'est formée. Cela fonctionne parce que l'eau qui se condense dans l'atmosphère voit sa composition isotopique évoluer en fonction du gradient de température. Plus il fait froid, plus la glace se trouve appauvrie en isotopes lourds. On peut ainsi reconstituer des informations sur les conditions climatiques régnantes au moment où la neige s'est déposée. Concernant l'air piégé, on peut mesurer la concentration de dioxyde de carbone, CO2, de méthane, CH4, ou d'autres gaz à effet de serre, ainsi que leurs signatures isotopiques. Ce qui fait la force de cette méthode, c'est qu'elle ne se borne pas à modéliser ou à déduire des valeurs au moyen de marqueurs indirects. Les bulles constituent une preuve directe de l'atmosphère ancienne, ce qui permet de tester plus solidement les modèles climatiques utilisés à l'échelle planétaire. Ces modèles sont des programmes informatiques complexes qui prennent en compte de nombreux paramètres, température, circulation des océans et de l'air, chimie atmosphérique, effets de rétroaction liés à la glace ou à la végétation, etc., afin de prédire comment le climat évolue dans le temps. Les spécialistes soulignent l'importance de vérifier la cohérence de ces résultats avec d'autres enregistrements fossiles. Life Science, qui a couvert l'annonce grand public, rappelle par exemple que l'étude des carottes de glace anciennes offre une occasion unique de comparer les mesures issues des bulles avec celles de sédiments marins ou de cernes d'arbres fossiles, lorsque ces derniers existent pour des périodes plus récentes, afin de valider ou d'infirmer les hypothèses climatiques. Dans le cas présent, on s'attend à ce que l'Antarctique du Miocène ait déjà été relativement froid, mais possiblement moins que l'Antarctique actuelle, selon les époques. Le fait d'avoir sous la main 6 millions d'années d'âge assure un point de comparaison crucial pour comprendre la transition vers le Pliocène. Grâce à ces données, les climatologues pourront vérifier comment réagissaient les calottes polaires aux variations de gaz à effet de serre, aussi bien dans les phases de réchauffement que de refroidissement. Le test direct sur le dioxyde de carbone et le méthane ancien montre une dynamique atmosphérique que l'on ne peut pas forcément prévoir à partir de simples indices indirects. Ainsi, le recalibrage des modèles permettra de mieux cerner l'influence des émissions naturelles sur des millions d'années et de distinguer avec précision l'impact des ajouts plus récents dus aux activités humaines.
Lorsque l'on évoque les transitions chaudes ou froides, on pense souvent aux grandes glaciations qui se sont succédées sur environ 2 millions et 6 dixièmes d'années. Or, en remontant à 6 millions d'années, on approche d'une période où le climat global de la Terre connaissait encore d'autres fluctuations, parfois moins régulières, liées entre autres au mouvement des plaques tectoniques ou à la configuration de l'orbite terrestre. En revenant aussi loin, on espère déterminer si la banquise de l'Antarctique de l'Est s'était déjà étendue à son niveau actuel ou si elle était en pleine évolution. On parle également d'estimer précisément comment la concentration de dioxyde de carbone fluctuait durant ces phases. Cet éclairage s'avère fondamental pour mieux comprendre la sensibilité climatique à des niveaux de dioxyde de carbone éventuellement supérieurs ou inférieurs à ceux que nous connaissons aujourd'hui. Parallèlement, les chercheurs soutiennent que la poursuite des forages dans la région des Alan Hills pourrait permettre d'aller encore plus loin dans le temps. Certains spéculent déjà sur la possibilité de dénicher de la glace âgée de plus de 10 millions d'années. Une telle découverte bouleverserait encore plus les connaissances actuelles, car elle établirait un lien direct entre la calotte antarctique et des régions temporelles très peu documentées par des archives glaciaires. Les articles de Nautilus soulignent dans leurs chroniques que la difficulté augmente avec l'âge de la glace, car plus on remonte point, plus la probabilité d'avoir subi des déformations ou des écoulements qui altèrent la stratification initiale croît. Il est donc difficile de trouver et d'assurer la datation fiable d'une glace aussi ancienne, mais la simple perspective d'y parvenir rend la communauté scientifique particulièrement impatiente. On commence par observer une glace dont l'âge dépasse tout ce que l'on avait pu dater jusque-là, et l'on se demande comment il est possible de déterminer qu'elle remonte à plusieurs millions d'années. Dans ces campagnes de recherche en Antarctique, l'une des méthodes clés s'appuie sur la mesure précise de la quantité d'argon 40, un isotope gazeux naturellement présent dans notre atmosphère actuelle, à hauteur d'environ 0,9% du volume. L'idée consiste à évaluer le léger déficit en argon 40 à l'intérieur des bulles d'air piégées dans la glace fossile par rapport à ce que l'on mesurerait dans l'ère moderne. Concrètement, les scientifiques analysent de petits échantillons de glace qu'ils font fondre dans une enceinte sous vide afin de libérer l'air piégé. Ensuite, grâce à un spectromètre de masse, ils quantifient la proportion d'argon 40 et la comparent à un étalon atmosphérique représentatif de l'air récent. Au fil du temps, certains isotopes se désintègrent ou bien se répartissent légèrement différemment dans le réseau de bulles. Si la glace est très ancienne, le degré de déficit en argon 40 sera plus important que dans un échantillon jeune. Cette approche, décrite dans plusieurs articles publiés en revues spécialisées, PNAS, se révèle particulièrement robuste parce qu'elle ne se contente pas d'appuyer la datation sur une corrélation de couches stratigraphiques ou sur des interpolations indirectes. Elle fournit au contraire un point de mesure solide, validé par des croisements d'ailleurs multipliés, la chimie globale de l'échantillon, la stratigraphie comparée à des carottes voisines, ou encore les estimations d'âge qui proviennent d'autres isotopes. Chaque étape de ce contrôle croisé contribue à resserrer la fourchette d'erreur et à confirmer que la glace extraite dans la région des Alan Hills possède bien plusieurs millions d'années d'ancienneté. Une fois la datation assurée avec un degré de confiance satisfaisant, on se tourne vers l'analyse des isotopes stables de l'eau, qui constitue un autre indicateur précieux des paléotempératures. On parle généralement de delta 18 oxygène et de delta D, où D désigne le deutérium, un isotope de l'hydrogène. Pour vulgariser, on peut dire que les molécules d'eau ne contiennent pas toutes exactement le même type d'oxygène ou d'hydrogène. Il existe des variations légères dans leur nombre de neutrons, ce qui se traduit par des signatures différentes. Delta 18 oxygène mesure la proportion de l'isotope oxygène 18 par rapport à l'oxygène 16 majoritaire, tandis que delta D s'intéresse à la proportion de deutérium par rapport à l'hydrogène plus léger. Selon la température qui règne au moment où la neige se forme et selon le trajet des masses d'air qui transportent la vapeur d'eau, ces composés lourds sont plus ou moins appauvris ou enrichis dans la neige qui retombe. Sur de longues échelles de temps, la valeur de delta 18 oxygène et de delta D contenue dans la glace reflète donc les conditions climatiques passées, notamment la température de la source océanique et le refroidissement qui s'opère en se déplaçant vers l'intérieur du continent.
Les études menées dans la zone des Allan Hills montrent un résultat frappant. On estime qu'il y a eu un refroidissement d'environ 12 degrés Celsius, ce qui équivaut à peu près à 22 degrés Fahrenheit, depuis environ 6 millions d'années. Life Science. Cette estimation se déduit du fait que les signatures isotopiques de la glace ancienne diffèrent de manière significative de celles des carottes plus récentes. Bien sûr, il faut manier ces chiffres avec doigté, car la température locale en Antarctique n'est pas rigoureusement identique à la température moyenne globale. Mais cela donne tout de même une tendance solide pour comprendre l'évolution thermique de la région. À côté de ces informations contenues directement dans la matrice de glace, les chercheurs étudient aussi les bulles d'air emprisonnées, car elles sont une véritable capsule du passé atmosphérique. Chacune de ces minuscules poches contient en proportion quasi intacte les gaz qui composaient l'air à l'époque où la neige a été engloutie et compactée. En principe, on peut mesurer la concentration en dioxyde de carbone, noté couramment CO2, en méthane, appelé CH4, et même en protoxyde d'azote, désigné par N2O, sans oublier les rapports isotopiques de l'azote ou d'autres constituants. Ces mesures directes permettent de confronter les estimations de gaz à effet de serre à des preuves tangibles plutôt que de recourir uniquement à des proxys, c'est-à-dire des indicateurs géologiques ou biologiques indirects. Toutefois, étant donné que la glace de la zone Allan Hills correspond à des périodes très lointaines, souvent fragmentées, la résolution temporelle n'est pas la même que dans des forages continus où la stratification est parfaitement ordonnée. En effet, on peut se retrouver avec des échantillons qui datent d'un intervalle bien précis, ce qui fournit des instantanés ou snapshots, mais pas nécessairement une suite chronologique détaillée. Les chercheurs cherchent donc à multiplier les prélèvements à des profondeurs variées afin de constituer un puzzle plus complet de l'atmosphère et d'évaluer si les gaz n'ont pas pu diffuser ou s'échapper au fil du temps. Les auteurs des études affirment, dans les revues spécialisées, PNAS, prendre des précautions pour quantifier cet éventuel échange gazeux et déterminer si les résultats s'en trouvent affectés. Ils combinent différents moyens, mesures multiples sur la même couche, analyse d'argon 40 croisée avec les profils d'isotopes d'oxygène, et validation sur des tranches d'âge plus récentes où l'on connaît déjà la composition atmosphérique. Ces efforts ont pour but de garantir que les profils de dioxyde de carbone ou de méthane mesurés dans ces carottes restent fidèles à la réalité du passé. Si l'on compare maintenant cette approche des Allan Hills avec les grands carottages continus, menés ailleurs en Antarctique, on réalise à quel point la formation est différente mais complémentaire. Les projets tels que l'EPICA, qui se sont concentrés notamment au dôme C, ont permis de forer jusqu'à des profondeurs considérables et de reconstituer une chronologie pratiquement ininterrompue sur environ 800 000 ans. À Vostok ou à Dome Fuji, d'autres campagnes ont aussi délivré des archives climatologiques de référence. Toutefois, passé un certain point, les couches glaciaires deviennent si compressées et déformées que la lecture d'un enregistrement ordonné devient un défi majeur, rendant extrêmement difficile l'obtention d'une suite chronologique fiable au-delà du million d'années. Avant ces découvertes plus récentes, il était donc admis que les meilleures carottes en continu s'arrêtaient autour de 800 000 ans. Or, depuis quelques années, la région des Allan Hills avait déjà prouvé qu'il était possible de remonter jusqu'à 2,7 millions d'années, PubMed. Mais le nouveau record de 6 millions d'années ouvre des perspectives inédites. On envisage même, dans certaines équipes, la possibilité de trouver un jour des tranches de glace dépassant 10 millions d'années, ce qui obligerait à repenser ce que l'on croyait possible en termes de préservation et de datation. Ces carottes anciennes ont le statut de sorte de fossiles glaciaires. Point par point, elles apportent des volumes d'informations beaucoup plus anciens, bien qu'elles ne forment pas un film complet comme peuvent le faire les forages continus. Les chercheurs entendent donc multiplier les points de carottage dans différentes zones de glace bleue pour reconstruire un panorama plus large, tout en poursuivant les missions traditionnelles visant à atteindre 1 million et plus dans des forages verticaux. L'ensemble de ces données alimentera ensuite la modélisation du climat à l'échelle planétaire. Néanmoins, même si ces records de 6 millions d'années sont spectaculaires, il ne faut pas perdre de vue que nombre de questions demeurent en suspens. Par exemple, la résolution temporelle peut être faible. Une couche de glace correspondant à 6 millions d'années avant notre ère
n'offre pas forcément un pas d'échantillonnage assez rapproché pour détailler chaque fluctuation de climat à l'échelle de quelques millénaires ou de dizaines de milliers d'années. De plus, la zone des Alan Hills est sujette à des conditions locales particulières. L'altitude, la proximité d'un relief, la persistance de vents violents, tout cela peut influer sur la façon dont la neige s'est déposée et a été transformée en glace. Dès lors, l'interprétation du signal isotopique, tel que delta 18 oxygène, nécessite de faire des hypothèses sur la façon dont la température ambiante se répercutait dans la composition de la neige. Souvent, on utilise des calibrations établies dans d'autres régions antarctiques où l'on compare à des proxys marins pour estimer la température globale. Mais localement, des inversions thermiques ou des influences régionales compliquent la traduction des données isotopiques en degrés Celsius pour la planète entière. Certaines équipes s'efforcent aujourd'hui de développer des modèles régionaux couplant atmosphère et calotte pour mieux nuancer les reconstructions de température. Les données de la glace sont aussi parfois sujettes à un enrichissement ou un appauvrissement en gaz lié à de l'échange diffusif au fil des millénaires. Autrement dit, si les bulles ne sont pas totalement étanches, les gaz pourraient sortir ou s'y introduire, ce qui fausserait la mesure de la composition ancienne. Les chercheurs prennent des précautions expérimentales pour cerner ces biais, notamment en analysant plusieurs trous de carottes adjacents et en cross-validant avec des techniques physiques différentes. Par ailleurs, l'obtention de mesures de dioxyde de carbone d'une très grande précision, voire d'une haute définition dans le temps, reste compliquée quand on s'intéresse à des échantillons aussi anciens et aussi limités en volume. Il est fondamental de disposer de suffisamment de glace pour réaliser des analyses répétées, ce qui n'est pas toujours le cas quand on touche à des strates rares et difficiles d'accès. Les auteurs des études publiées, PNAS, évoquent l'idée que, dans les campagnes de forage à venir, on aimerait raffiner la méthode de datation par argon 40 en la complétant par d'autres isotopes encore, et multiplier surtout les points de carotte de manière à constituer une mosaïque temporelle couvrant différents millions d'années. Ils envisagent aussi de développer des techniques de mesure plus sensibles pour mieux isoler le signal de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde d'azote. Cela permettrait de relier encore plus directement la trace des gaz à effet de serre au changement glaciaire. Dans ce cadre, la zone des Alan Hills n'est sans doute qu'un précurseur. D'autres secteurs des montagnes transantarctiques ou d'autres zones de glace bleue pourraient elles aussi recéler des couches de glace aussi vieilles, voire plus. C'est ainsi que l'on espère trouver tôt ou tard des échantillons datant d'au-delà de 10 millions d'années, même si cela reste spéculatif pour le moment. Enfin, si l'on veut aller plus loin, il faut garder à l'esprit que ces méthodes nécessitent encore des validations et des perfectionnements d'ordre technique. Certains laboratoires perfectionnent la spectrométrie de masse pour analyser des échantillons de glace de plus en plus petits. D'autres peaufinent les modèles de formation de la glace bleue pour anticiper l'endroit exact où aller forer lors de futures expéditions. En parallèle, les chercheurs tentent de mieux comprendre les corrélations entre la valeur de delta 18 oxygène et la température de surface, en tenant compte des facteurs locaux tels que l'évaporation à la source, la saison de précipitation et la trajectoire atmosphérique. Les limites de ces approches exigent donc d'être transparents. On ne peut pas prétendre reconstituer la courbe de température globale au dixième de degré près sur 6 millions d'années à partir de quelques bulles d'air piégées sur une zone unique. Cependant, les avancées récentes, en particulier la datation directe par déficit en argon 40 couplée à la mesure des isotopes de l'eau et des gaz à effet de serre, constituent un saut qualitatif indéniable. Elles ouvrent la voie à une meilleure compréhension de l'histoire long terme de la calotte antarctique, ainsi que des mécanismes de rétroaction climat-atmosphère qui gouvernent l'évolution de la Terre depuis des millions d'années. C'est ce qui fait de ces échantillons fossiles une pièce maîtresse. Ils sont à la fois rares, précieux et indispensables, comme si l'on pouvait enfin mettre la main sur des pages jusque-là manquantes du grand livre climatique. De prochaines décennies d'exploration pourraient bien nous révéler des indices encore plus anciens et, qui sait, repousser le record bien au-delà de ces 6 millions d'années déjà spectaculaires. Il y a plus de 60 millions d'années, avant que l'Antarctique ne se trouve sous une calotte glacée permanente, ce continent était bien différent des paysages hostiles que nous imaginons aujourd'hui. À l'époque du Crétacé tardif, qui s'étend approximativement de 90 à 66 millions d'années avant notre ère, la Terre entière connaissait un climat nettement plus chaud,
notamment en raison d'un fort effet de serre. L'effet de serre peut être imaginé comme une gigantesque couverture autour de la planète, car certains gaz de l'atmosphère, comme le dioxyde de carbone ou le méthane, retiennent une partie de la chaleur renvoyée par la surface terrestre et empêchent cette chaleur de se dissiper dans l'espace. Au Crétacé tardif, la concentration en dioxyde de carbone, que l'on abrège souvent en CO2, était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui, ce qui favorisait des températures moyennes bien plus douces à l'échelle de la planète. Ainsi, même dans les régions polaires, y compris l'Antarctique, les températures moyennes pouvaient parfois avoisiner plusieurs degrés Celsius au-dessus de zéro, créant un environnement qui paraîtrait surprenant pour un œil moderne, habitué à voir des glaciers et de la neige éternelle. À cette époque, l'Antarctique n'était pas une vaste étendue stérile et glacée. Au contraire, il s'agissait d'un territoire boisé et humide, où poussaient des forêts denses et luxuriantes, composées d'arbres adaptés à un climat alors plus tempéré. Les précipitations, elles aussi plus importantes, entretenaient la fertilité de ces terres situées dans l'hémisphère sud. Les scientifiques ont découvert de nombreux indices révélant ce passé verdoyant, notamment des fossiles de végétaux et des dépôts sédimentaires qui témoignent de l'existence d'arbres géants et d'une flore inhabituellement riche pour ces latitudes. On a même exhumé des souches fossiles prouvant qu'il existait autrefois des forêts où des conifères et des fougères arborescentes se développaient. Cet environnement produisait ainsi l'image d'un continent éloigné de l'aridité et du froid extrême. À la fin du Crétacé, les niveaux marins se trouvaient aussi plus élevés, car les températures globales chaudes impliquaient une fonte partielle ou inexistante des glaces dans d'autres contrées, alimentant des mers hautes qui pouvaient inonder de vastes plateaux côtiers. Tout cela conférait à l'Antarctique le visage d'une terre largement côtière et parcourue de lagunes peu profondes. Ce climat très différent reposait également sur la configuration géologique de la planète. Le continent antarctique était toujours en pleine évolution résultant de la dislocation d'un supercontinent appelé Gondwana. Gondwana regroupait dans un lointain passé plusieurs masses continentales de L'hémisphère sud, dont l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Inde et l'Antarctique. Lorsque cette immense structure s'est fragmentée, chaque bloc s'est peu à peu écarté des autres sous l'effet de la dérive des plaques tectoniques, phénomène qui déplace lentement les continents à la surface de la Terre. Au moment du Crétacé tardif, l'Antarctique commençait déjà à s'isoler et à se rapprocher d'une position polaire, mais il restait encore relativement connecté à d'anciens territoires voisins. Ce n'est que bien plus tard que l'ouverture de certains passages océaniques, comme le passage de Drake, entre l'Antarctique et l'Amérique du Sud, et le passage de Tasman, entre l'Antarctique et l'Australie, a contribué à la formation du courant circumpolaire antarctique, ce grand flux océanique qui encercle aujourd'hui le continent et isole thermiquement l'Antarctique du reste du globe. Durant le Crétacé tardif, ce courant n'existait pas sous sa forme moderne, ce qui laissait circuler de l'eau relativement chaude des régions tropicales vers les hautes latitudes méridionales, rendant possible l'épanouissement de formes de vie inattendues dans ces secteurs polaires. Dans ces conditions de climat clément et de forte humidité, une faune tout aussi étonnante s'épanouissait dans les terres australes. Les paléontologues ont retrouvé traces de dinosaures, dont certains étaient adaptés aux latitudes à forte saisonnalité lumineuse. Même si une partie des dinosaures de l'Antarctique fait encore l'objet de débats et d'investigations, on est certain que des vertébrés terrestres de grande taille vivaient sur ce continent. Parmi eux, on compte des familles de dinosaures herbivores capables de se nourrir d'une végétation variée, comme certaines lignées de sauropodes, dinosaures au long cou, ou de dinosaures à bec de canard qui pouvaient consommer les plantes abondantes de ces forêts. Les restes fossiles révèlent aussi la présence de théropodes, dinosaures carnivores plus ou moins imposants, bien que l'on connaisse encore mal la diversité exacte de ces individus sur le continent antarctique. Au-delà des dinosaures terrestres, la faune marine et les écosystèmes littoraux bénéficiaient de eaux plus chaudes et de vastes zones côtières libres de toute glace. Il existait en effet de larges deltas et des mangroves couvertes d'une végétation adaptée. Les prévus de cette vie ancienne incluent des fossiles d'ammonites, ces mollusques céphalopodes enroulés dans une coquille caractéristique très répandue dans les mers du Crétacé. Les ammonites témoignent d'eau relativement tempérée, où elles trouvaient largement de quoi se nourrir. De gigantesques reptiles marins, tels que les mosasaures ou les plésiosaures, fréquentaient également ces espaces marins, traquant poissons et autres proies dans ces eaux méridionales. Ce tableau rappelle que les océans du Crétacé tardif regorgeaient d'espèces spectaculaires, profitant d'une combinaison de niveaux de mers élevés et de températures globales supérieures. Sur les rivages, on pouvait également rencontrer des oiseaux aquatiques archaïques,
lesquels représentent des formes de transition entre les dinosaures à plumes et les oiseaux contemporains. L'un des exemples les plus connus pour l'Antarctique est Vegavis, dont des fossiles ont été découverts près de la péninsule antarctique. Vegavis était un oiseau ancien qui possédait peut-être déjà certaines caractéristiques anatomiques comparables à celles de certaines espèces d'oiseaux actuelles. Les courtes périodes d'obscurité en hiver, la lumière prolongée en été et un climat plus doux que prévu expliquent que de telles créatures aient pu survivre et prospérer dans ces latitudes élevées. Les berges, largement dégagées de glace, formaient des lagunes ou des estuaires marécageux où toutes sortes d'oiseaux aquatiques pouvaient s'établir et se déplacer aisément à la recherche de nourriture. Les campagnes de fouilles ont peu à peu révélé cette richesse biologique avec des ossements dispersés, des dents fossiles et même des indices de zones de nidification, prouvant que ces animaux ne faisaient pas qu'y passer, mais s'installaient durablement dans ces zones littorales. Cependant, le Crétacé tardif n'était pas seulement une période idyllique où la vie s'est développée sans contrainte. Des fluctuations climatiques existaient déjà, parfois liées à des variations de la tectonique des plaques ou des cycles de rétroaction complexes entre l'océan, l'atmosphère et la végétation. Les volcans, plus actifs dans certaines zones, rejetaient aussi d'importantes quantités de dioxyde de carbone et d'autres gaz influençant le climat. Les écosystèmes, bien que florissant sous la douceur relative de ces latitudes australes, devaient faire face à des aléas naturels pouvant provoquer des épisodes de refroidissement localisés ou de perturbations dans les chaînes alimentaires marines. Il n'empêche que, sur l'échelle du Crétacé tardif étudié dans sa globalité, l'Antarctique offrait aux espèces vivantes une zone propice à l'installation d'une biodiversité éloignée du froid polaire d'aujourd'hui. Les chercheurs tentent de mieux comprendre cette époque grâce à la géologie et la paléontologie, étudiant à la fois les roches, qui renferment des sédiments marins et des formations continentales, et les fossiles, qui apportent des indices sur la variété d'espèces à carapace, à coquilles ou à squelette interne. Chaque nouvel indice contribue à peindre le décor d'un continent qui, loin de l'impression de désert blanc, offrait une mosaïque de biotopes. Les terres alors relativement basses et proches du niveau de la mer, combinées à une élévation globale des océans due au climat chaud, créaient des plaines côtières immenses et souvent humides, où prospéraient insectes, amphibiens, reptiles terrestres et académies de micro-organismes marins venant parfois s'aventurer dans les eaux saumâtres. Le concept d'un Antarctique connecté au reste du monde par des corridors marins plus larges qu'aujourd'hui est essentiel pour comprendre la faune dite prémoderne qui l'habitait. Les paléogéographes, qui étudient l'évolution de la géographie au cours des temps géologiques, analysent avec minutie la distribution des continents et des courants océaniques pour déterminer les routes de migration potentiellement empruntées par différentes lignées animales. Au Crétacé tardif, l'ouverture progressive du sud de l'océan Atlantique avait déjà commencé, mais le passage de Drake entre la pointe sud de l'Amérique du Sud et la péninsule antarctique n'était pas encore pleinement formé. Il existait néanmoins suffisamment de voies océaniques permettant la circulation d'espèces marines, tandis que sur Terre, la faune pouvait transiter par des ponts continentaux intermittents. Graduellement, avec la poursuite de la dérive des plaques, ces liens se sont rompus, conduisant l'Antarctique vers une plus grande isolation et, ultérieurement, vers un isolement thermique renforcé qui a préparé l'avènement de l'environnement gelé que nous connaissons. Ce processus d'isolement progressif a aussi façonné la dynamique des courants marins. Les scientifiques estiment que dans les ères ultérieures, une fois le passage de Drake complètement ouvert et le passage entre l'Australie et l'Antarctique finalisé, un fort courant circumpolaire antarctique a pu se mettre en place. Il s'agit d'un courant qui tourne autour de tout le continent, très efficace pour maintenir un système de refroidissement polaire, car il empêche les eaux plus chaudes, venues des tropiques, de réchauffer trop le pôle sud. Au Crétacé tardif, la configuration était donc différente. Les eaux des latitudes plus basses pouvaient encore pénétrer en direction de l'Antarctique, apportant de la chaleur et favorisant un climat humide, compatible avec l'existence de forêts et de systèmes fluviaux. Cela explique pourquoi on a retrouvé dans les sédiments des signatures chimiques propres à un apport d'eau marine relativement chaude, mettant en évidence l'absence des grandes barrières thermiques que sont devenus les remparts océaniques modernes. Cette dynamique a conditionné la répartition des êtres vivants. Les reptiles marins, comme les pliosaures ou les mosasaures, qui pouvaient mesurer plusieurs mètres de long, atteignaient l'Antarctique en nageant depuis d'autres bassins océaniques plus au nord. Les ammonites, elles, proliféraient dans ces eaux riches en plancton,
et leurs coquilles finissent abondamment piégées dans les dépôts marins du Crétacé. Les oiseaux primitifs, en particulier ceux apparentés à la lignée des anatidés et d'autres groupes aquatiques, pouvant prendre leur envol sur de longs trajets, pouvaient aussi investir les berges antarctiques où ils trouvaient des conditions hospitalières. Les couches géologiques situées au nord de la péninsule antarctique et dans certaines zones plus intérieures révèlent aujourd'hui des fragments osseux, des empreintes pétrifiées et des sédiments témoignant d'une eau libre de glace sur de vastes étendues, au moins durant les périodes plus chaudes de ces époques anciennes. Les fossiles constituent la principale source tangible qui nous permet de recomposer ce puzzle. Parfois, les découvertes sur le terrain paraissent anodines au premier coup d'œil. Un fragment d'os poli par les vagues, une dent isolée ou une coquille brisée prise dans un morceau de roche. Puis, après des analyses minutieuses en laboratoire, qui incluent l'étude de la structure interne, l'identification de l'espèce, la datation précise du dépôt dans lequel on a trouvé l'échantillon, ces fragments prennent tout leur sens. En reliant ces indices entre eux, on parvient à raconter l'histoire d'une Antarctique où la glace n'était pas alors la norme. On apprend aussi que le continent, quoique situé dans un contexte de latitudes australes, connaissait une biodiversité remarquable et entretenait des échanges avec d'autres parties du globe. Les études sur le pollen fossile, par exemple, informent sur la nature de la végétation environnante, tandis que la présence de spores de fougères indique des forêts humides. Les lignes de croissance observées dans le bois pétrifié suggèrent que, malgré tout, il existait un rythme saisonnier, avec peut-être des périodes plus sombres, mais sans atteindre les périodes glaciaires ni les froids mordants des ères postérieures. Il y a environ 34 millions d'années, un basculement profond s'est produit dans le climat de notre planète. À cette époque, la Terre émergeait d'une période plus chaude appelée Éocène, caractérisée en grande partie par des températures globales plus élevées qu'aujourd'hui et par une forte concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cette concentration élevée de dioxyde de carbone favorisait un effet de serre puissant qui maintenait une grande partie du globe dans des conditions chaudes, avec des pôles relativement dénués de calottes glaciaires permanentes. Les forêts s'étendaient à des latitudes plus élevées qu'aujourd'hui et la circulation des océans n'était pas encore configurée comme nous la connaissons. Cependant, en l'espace de quelques millions d'années, la tendance générale s'est inversée et une baisse marquée de la concentration de dioxyde de carbone a coïncidé avec une profonde réorganisation des courants océaniques de l'hémisphère sud. C'est ce moment charnière qui a ouvert la voie à l'installation du principal courant circumpolaire autour de l'Antarctique et qui a conduit à une chute rapide des températures polaires, suivie de l'établissement des premières calottes glaciaires pleinement stables sur le continent antarctique. Pour comprendre la signification de ce refroidissement polaire, il est essentiel de revenir sur les conditions préalables à cette bascule. Durant le milieu et la fin de l'Éocène, la Terre se trouvait encore dans une configuration dite serre, dans laquelle l'absence de glace importante au pôle renforçait la capacité de l'atmosphère à piéger la chaleur. L'Antarctique, alors attaché aux blocs continentaux qui formaient autrefois le Gondwana, n'était pas totalement isolé sur le plan océanique. Certaines voies maritimes n'étaient pas encore ouvertes, ou alors seulement partiellement, ce qui limitait la mise en place de courants circulaires autour des pôles. Le dioxyde de carbone, abondant dans l'air, agissait comme un isolant climatique, retenant la chaleur et empêchant la formation de grandes calottes. Toutefois, au fil des millénaires, la tectonique des plaques a poussé l'Australie et l'Amérique du Sud à s'éloigner progressivement de l'Antarctique, créant ainsi de nouveaux passages marins. Ces voies maritimes, aujourd'hui identifiées comme le passage de Drake entre l'Amérique du Sud et la péninsule antarctique, ainsi que l'ouverture au sud de l'Australie, ont favorisé l'émergence d'un intense courant océanique tournant autour du continent austral, sans obstacle majeur. Dans le même temps, les analyses géologiques et géochimiques indiquent que la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a commencé à baisser de manière notable. Il n'existe pas de consensus absolu sur l'origine exacte de cette baisse, car de nombreux facteurs peuvent y avoir contribué. L'altération chimique des montagnes de plus en plus hautes, le piégeage du carbone dans les sédiments marins, ou encore l'activité volcanique en régression par endroits. Quelles que soient les raisons précises, ce repli progressif de la quantité de dioxyde de carbone a fait chuter l'intensité de l'effet de serre et initier une lente dérive vers un état plus froid.
lorsque peu après, la géographie océanique a permis le bouclage complet du courant circumpolaire autour de l'Antarctique, le refroidissement s'est accéléré. Le courant circumpolaire antarctique est un flux gigantesque circulant d'ouest en est autour du pôle sud, créant une barrière thermique qui isole le continent antarctique du reste de la planète. Cette barrière renforce la rétention du froid vers les latitudes élevées, car la chaleur transportée par les eaux plus tempérées est largement déviée, ne parvenant plus à modérer efficacement le climat antarctique. Au lieu d'un simple déclin linéaire des températures, on se trouve face à un enchaînement dynamique. La baisse du dioxyde de carbone renforçait le potentiel de glaciation, tandis que la mise en place du courant circumpolaire facilitait l'enclenchement d'un véritable piégeage du froid tout autour du continent. À mesure que les températures avaient tendance à diminuer, la neige tombée sur l'Antarctique s'accumulait petit à petit. Quand elle ne fondait pas tout au long de l'année, elle se transformait au fil du temps en glace. Ainsi se sont formées les premières calottes glaciaires épaisses et durables, marquant la transition vers une terre où l'Antarctique devenait progressivement une immensité gelée. Dans la mesure où une calotte de glace réfléchit davantage de rayonnement solaire qu'une surface dépourvue de neige, l'effet de rétroaction s'est trouvé amplifié. La surface du continent renvoyait plus de lumière vers l'espace, renforçant le rafraîchissement du climat polar. De plus, la présence de cette énorme masse de glace sur le continent amplifiait la dynamique de refroidissement, en modifiant localement la circulation atmosphérique et en renforçant la formation d'eau froide dense au large des côtes. Les conséquences de ce refroidissement progressif, puis brutalement accéléré, ne se sont pas cantonnées au continent antarctique. Au niveau planétaire, la formation d'un vaste inland sea en Antarctique a eu un impact direct sur le niveau marin global. Avant la bascule, l'absence de glace massive au pôle maintenait le niveau des mers à des hauteurs relativement élevées. Dès que la glaciation antarctique s'est engagée, d'importantes quantités d'eau se sont retrouvées stockées sous forme de glace sur le continent, provoquant de fait une baisse du niveau marin. Cette baisse pouvait être de plusieurs dizaines de mètres par rapport à l'époque précédant la glaciation. Un retrait des eaux marines modifiait alors les littoraux du globe, transformant les écosystèmes proches des rivages et remodelant la répartition des habitats côtiers. Dans le même temps, la formation permanente de banquises saisonnières dans certaines régions renforçait encore la capacité de l'océan austral à piéger le froid, puisque la glace de mer freine également l'échange de chaleur entre l'océan et l'atmosphère. Ce passage de conditions plus chaudes à une configuration polaire se reflète également dans la répartition des faunes et flores. Avant la mise en place définitive des grandes calottes de l'Antarctique, les végétations présentes dans les hautes latitudes pouvaient inclure des forêts tempérées, voire des forêts humides, selon les régions. Les archives fossiles montrent l'existence de flore qui surprendrait quiconque se rendrait aujourd'hui sur la banquise antarctique, avec des variétés d'arbres et de fougères n'ayant évidemment plus leur place dans un environnement qui peut aisément descendre au cœur de l'hiver, jusqu'à des températures bien inférieures à 0 degré Celsius. Qu'au moment où les glaces se sont étendues, de nombreuses espèces végétales incapables de supporter ce refroidissement brutal se sont trouvées contraintes de migrer, de s'adapter sur des échelles de temps géologiques, ou tout simplement de disparaître. Côté faune, les communautés marines du Sud ont connu une réorganisation profonde lorsque la banquise est devenue omniprésente, modifiant la façon dont les nutriments circulent dans l'océan austral et forçant certaines lignées de vertébrés marins à se répartir différemment. Sur Terre, les quelques animaux adaptés à ce milieu glacé ont dû se spécialiser encore davantage, pointant vers une biodiversité polaire plus restreinte, le même que vers une compétition réduite mais plus exigeante dans des environnements extrêmes. Toutes ces preuves de la bascule Éocène-Oligocène ne sont pas spéculatives. Les scientifiques ont fouillé les sédiments marins récoltés dans différentes forations en haute mer, en particulier dans ce qu'on appelle les marges continentales antarctiques. Dans ces forages, il existe des couches successives de sédiments qui conservent la mémoire des conditions paléo-océaniques et paléoclimatiques. En étudiant la composition géochimique de ces sédiments, on peut remonter le temps et décoder les changements environnementaux. Les traces fossiles, telles que les restes de foraminifères, petits organismes marins qui sécrètent une coquille calcaire, se révèlent particulièrement utiles. Les foraminifères renferment dans leurs testes, c'est-à-dire leurs coquilles, des signatures d'isotopes de l'oxygène qui varient selon la température de l'eau
et le volume global des glaces sur les continents. Lorsqu'on mesure ces rapports isotopiques, on détecte alors des variations nommées delta 18O. Cet indicateur permet de différencier des eaux plus chaudes de périodes sans calottes importantes de celles plus froides, de périodes marquées par la présence de grandes calottes continentales. Or, autour de cette limite Éocène-Oligocène, les mesures de delta 18O montrent une augmentation significative, trahissant la croissance d'un volume de glace conséquent et un refroidissement majeur. En parallèle, la sédimentologie marine indique une différence notable dans l'accumulation de débris glaciaires, c'est-à-dire de petits cailloux arrachés par la glace et emmenés vers la mer. Avant la formation des calottes, on trouve peu de ces débris glaciaires dans les strates anciennes. Après l'installation des glaciers, on voit au contraire apparaître des couches riches en fragments rocheux transportés par les courants sortant des fronts glaciaires. C'est la preuve tangible que la dynamisation de la glaciation polaire était en cours. Au fur et à mesure que la Terre entrait dans cette nouvelle ère, marquée par la présence d'un Antarctique glacé, les changements dans la circulation océanique gagnaient en ampleur. Le courant circumpolaire antarctique, qui s'était mis en place grâce à l'ouverture des passages océaniques dans l'hémisphère sud, s'est intensifié et a commencé à jouer un rôle clé dans la ventilation des masses d'eau, isolant encore davantage les eaux froides polaires. Les échanges thermiques entre l'Antarctique et les zones plus tempérées de l'hémisphère sud, voire du monde entier, étaient freinés, d'où un renforcement du climat polaire austral rigoureux. Cette différenciation entre la zone polaire sud et les latitudes moyennes a enclenché une dynamique de refroidissement global à plus long terme, dans laquelle l'Antarctique se trouvait désormais dans un mode glaciaire stabilisé. Ce tournant ne concernait pas que les pôles, puisqu'avec la glaciation en expansion et la chute du niveau marin, de nouvelles configurations géographiques locales, par exemple l'émergence ou l'extension de plateformes continentales auparavant submergées, ont transformé les voies de migration des espèces. Certaines zones marines côtières, autrefois submergées, ont pu se trouver temporairement à l'air libre. Les évolutions floristiques et faunistiques se sont alors orientées vers une plus grande spécialisation, les espèces colonisant les nouveaux espaces ou disparaissant si elles ne pouvaient s'adapter à ces modifications rapides. L'histoire géologique de la Terre ne se comprend pleinement que grâce à la comparaison de différents types d'indices. Au dépôt marin s'ajoutent les premiers enregistrements glaciaires dans l'hémisphère sud, sous forme de traces directes laissées par les glaciers qui avançaient et reculaient sur la roche. Des formations de stries glaciaires, c'est-à-dire des marques d'abrasion sur la roche-mère, ou encore des moraines fossilisées dans certains bassins anciens, révèlent que la glace n'était plus cantonnée à de simples calottes temporaires, mais qu'elle érodait et transformait le continent de manière durable. Progressivement, à l'échelle d'1 million ou de quelques millions d'années, le paysage de l'Antarctique s'est figé dans un état largement dominé par la présence permanente de glace, même si des fluctuations ont continué d'exister d'une époque à l'autre. Le monde entrait alors dans ce que les spécialistes appellent un mode glaciaire pour l'hémisphère sud, où la cryosphère, l'ensemble des glaces et neiges, allait dorénavant jouer un rôle primordial dans la régulation du climat global. De cet épisode majeur, il résulte une planète de plus en plus polarisée, avec un Antarctique devenu moteur dans la réfrigération de l'océan austral et, par voie de conséquence, dans l'équilibre thermique mondial. Ce phénomène n'a pas seulement changé la face du continent blanc, il a amorcé sur la durée le basculement vers les cycles glaciaires et interglaciaires, plus tard accentués par les variations de l'orbite terrestre autour du Soleil. À ce stade, en effet, la Terre disposait déjà d'une vaste calotte antarctique susceptible de croître massivement en période froide et de se réduire partiellement lorsque les conditions orbitales et les concentrations de gaz à effet de serre devenaient plus clémentes. Le moment précis où s'est produit ce passage de l'Éocène au début de l'Oligocène constitue donc un jalon essentiel pour qui veut suivre l'évolution thermique et cryosphérique de notre planète. On identifie là la première fois dans l'histoire récente de la Terre, à l'échelle des dizaines de millions d'années, où l'on a vu un continent entier se retrouver coiffé d'une calotte imposante qui dépasserait largement les montagnes du continent même. Cette calotte allait dès lors persister et influer sur les écosystèmes, les courants océaniques et les climats subséquents. Du point de vue scientifique, les spécialistes comparent parfois cet épisode de bascule à des états limites, capables de révéler des sensibilités profondes du système Terre. Lorsque la concentration de dioxyde de carbone dépasse un certain seuil, la Terre peut se maintenir dans un état plus chaud. Mais si le dioxyde de carbone chute, l'équilibre bascule et s'oriente vers la mise en place d'une glaciation.
De tels états limites ont existé à plusieurs reprises dans l'histoire de notre planète, et l'événement Éocène-Oligocène demeure l'un des plus marquants, précisément parce qu'il s'agit du premier démarrage massif d'une planète à calotte antarctique permanente. Pour les chercheurs en paléoclimatologie, comprendre la rapidité et l'amplitude exacte de ce changement est crucial. Il s'agit de cerner les interactions complexes entre l'atmosphère et le dioxyde de carbone qu'elle contient, l'océan, la cryosphère et la tectonique des plaques. Selon les indices glanés dans les carottes de sédiments, cette transition aurait pu durer quelques centaines de milliers d'années, ce qui est bref à l'échelle géologique. Ainsi, même de légères variations dans le cycle du carbone ou dans les configurations terrestres peuvent aboutir à des conséquences gigantesques sur l'équilibre du climat. En outre, ce basculement et ces archives géologiques servent de point de comparaison lorsque les chercheurs étudient des périodes situées bien des millions d'années plus tard. D'un côté, on a les phases extrêmement anciennes, comme cette transition du bas Éocène vers l'Oligocène. De l'autre, on a des périodes plus récentes, dont l'évolution a été documentée par des carottes glaciaires beaucoup plus jeunes, qui révèlent par exemple l'évolution du climat antarctique au cours des 800 000 dernières années. Entre ces deux extrêmes, les scientifiques s'appuient sur des instantanés remontant même jusqu'à des époques intermédiaires, comme celle où l'Antarctique était partiellement glacié, pour démêler les tenants et aboutissants des changements climatiques à grande échelle. S'il est fascinant de voir comment la calotte est née il y a plus de 30 millions d'années, il est tout aussi passionnant de constater à quel point des changements de concentration de dioxyde de carbone et de réorganisation océanique peuvent influencer l'ensemble du système climatique. L'étude détaillée des isotopes de l'oxygène dans les foraminifères, la lecture des sédiments transportés par la glace et plus tard l'extraction de carottes de glace permettront sans doute d'affiner toujours plus la connaissance de cette bascule. Cette transition présente également un intérêt tout particulier dans le cadre de la découverte de glaces très anciennes, datées de plusieurs millions d'années, dont l'analyse des bulles d'air offre un aperçu direct de la composition atmosphérique d'autres époques. Même si ces bulles fossiles se rapportent parfois à des périodes plus récentes que la frontière Éocène-Oligocène, elles servent à vérifier et à affiner les modèles climatiques utilisés pour reconstituer l'état de l'atmosphère en des temps très reculés. Les états limites, comme la bascule que nous venons de décrire, s'inscrivent ainsi dans une échelle de comparaison plus vaste, dont l'un des points de mire est justement ce refroidissement spectaculaire et la genèse des grands inlandis australes. En effet, si l'on veut comprendre en quoi la Terre a pu osciller d'un régime chaud, exempt de calotte, à une configuration durablement glaciaire, il est nécessaire de mettre en regard les informations issues de multiples époques. Les glaces, datées de quelques millions d'années, avec leurs bulles d'air piégées, aideront à affiner les paramètres et les contraintes des modèles couvrant le très long terme, en nous apprenant combien la concentration de dioxyde de carbone est sensible aux variations géologiques et comment les calottes réagissent à ces changements de concentration. C'est précisément dans la continuité de cette grande enquête sur l'histoire du climat terrestre que la transition Éocène-Oligocène occupe une place centrale. Elle atteste que notre planète n'a pas toujours été gelée au sud, et qu'une dynamique complexe entre l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère peut engendrer d'importantes réorganisations climatiques sur des échelles de temps géologiques. Le refroidissement polaire rapide et la mise en place de calottes stables n'ont pas été un simple fait anecdotique, mais un changement structurel du système Terre qui a eu des répercussions sur les courants océaniques, sur la chimie atmosphérique et sur la vie elle-même. Les faunes marines ont été contraintes de s'adapter aux nouvelles conditions de productivité autour d'un pôle qui s'isolait de plus en plus, et les flores terrestres, dans la mesure où elles ne pouvaient migrer aux vitesses exigées par le changement climatique, ont parfois laissé la place à des déserts de glace, où seules subsistaient des formes de vie microscopiques ou microbiennes. Les études paléontologiques révèlent d'ailleurs à quel point la faune et la flore ont été décimées dans les hautes latitudes, ouvrant un nouveau chapitre évolutif où la spécialisation au froid est devenue une nécessité vitale. Le Miocène moyen et supérieur, qui s'étend approximativement de 23 millions d'années à 5,3 millions d'années avant notre ère, constitue une période fascinante où les climats de la Terre ont oscillé entre des phases relativement douces et d'autres nettement plus fraîches. Au cœur de cette tranche de temps, on trouve une phase particulièrement notable, le Miocène Climate Optimum, souvent abrégé en MCO, qui s'est déroulé entre 17 et 14 millions d'années. Durant ce laps, la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone, que l'on désigne par la formule chimique CO2, était élevée.
et les calottes de glace polaires, notamment en Antarctique, n'étaient pas aussi étendues que de nos jours. Les forages géologiques et l'étude des sédiments marins indiquent notamment que la marge glaciaire est-antarctique a reculé, laissant place à des environnements plus humides. Des précipitations plus abondantes, couplées à des températures locales nettement plus clémentes, ont ainsi caractérisé cette période de pointe thermique, dans laquelle la biodiversité marine et terrestre a également connu des développements notables. Au cours du Miocène Climate Optimum, de nombreux indices géologiques et paléontologiques soulignent à quel point la planète a pu se transformer. Par exemple, l'analyse de certains foraminifères marins, qui sont de petits organismes planctoniques dotés d'une coquille calcaire, révèle que les eaux de surface étaient plus douces dans plusieurs régions du globe. Les couches de sédiments montrent également une redistribution de la faune et de la flore, avec des espèces habituellement cantonnées aux zones tempérées qui se sont aventurées plus près des régions polaires. Cette migration résultait d'un climat qui, pendant ces quelques millions d'années, était bien plus doux que ce que l'on observe à d'autres moments du Néogène, nom global attribué à l'ère géologique englobant le Miocène et le Pliocène. L'élévation du niveau des mers, provoquée par la fonte partielle des calottes glaciaires, a modifié la géographie côtière et a parfois isolé ou connecté certaines zones terrestres. Toutefois, après cette phase optimum, la tendance globale s'est progressivement inversée et l'on observe dès la fin du Miocène moyen un refroidissement marqué. Les causes de cette réorientation climatique sont multiples et incluent une baisse des teneurs en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, des évolutions dans la circulation océanique mondiale, ainsi qu'une réorganisation des grands courants marins. Dans le contexte antarctique, cette période de retour à des températures plus basses s'est traduite par une réextension progressive de l'inlandsis, c'est-à-dire de la vaste calotte de glace continentale qui recouvre la majeure partie de l'Antarctique orientale. Les roches et les carottes de glace, extraites de zones spécifiques, comme l'intérieur des continents polaires ou les marges glaciaires, témoignent de ce renforcement de l'englacement. Les chercheurs observent que les isotopes stables de l'oxygène, particulièrement l'indicateur appelé delta 18O, présentent des valeurs traduisant une accumulation d'eau plus lourde dans la glace, signe d'un refroidissement et d'un piégeage accru de l'eau sous forme solide. À partir de cet instant, la Terre entame une trajectoire qui, à la fin du Miocène, aboutit à une configuration relativement similaire à celle qui prévaudra par la suite, avec de vastes régions polaires gelées et un climat mondial globalement plus stable, toutefois ponctué de fluctuations importantes. L'Antarctique orientale, notamment, retrouve peu à peu une extension de glace considérable. Cela ne signifie pas pour autant que l'ensemble de la planète se soit brutalement figé dans un état glaciaire uniforme. Les environnements terrestres, la topographie naissante de chaînes de montagnes et l'ouverture ou la fermeture de passages marins, tels que le détroit de Drake, restent autant de facteurs qui modulèrent les effets du refroidissement à l'échelle locale et régionale. La composition chimique de l'atmosphère, en particulier la proportion de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane, désigné chimiquement par CH4, a aussi joué un rôle crucial dans la régulation des températures. Pour comprendre en détail ces dynamiques, les scientifiques accordent une attention spéciale aux bulles d'air préservées dans la glace ancienne. Ces petites poches gazeuses se formaient jadis lorsque la neige s'est accumulée, puis a été lentement compactée pour se transformer en glace. Chaque minuscule bulle renferme un échantillon de l'atmosphère du temps où elle s'est retrouvée piégée. Dans le cas d'une glace datant du Miocène, cela signifie que nous détenons littéralement des fragments d'air vieux de millions d'années, ce qui donne accès à des informations directes sur la concentration en dioxyde de carbone, en méthane et en éventuelles traces d'autres gaz présentes à l'époque. Cette capacité à inhaler l'air fossile apporte une confirmation ou une nuance capitale aux estimations calculées par d'autres méthodes, notamment l'étude des sédiments marins ou l'examen de la composition isotopique des microfossiles. Au lieu de déduire la teneur de l'atmosphère à partir d'indices indirects, l'analyse de l'air ancien nous livre le contenu chimique exact de la troposphère du passé, un peu comme si nous pouvions remonter le temps et effectuer des mesures directes avec un instrument sophistiqué. Dans la région d'Allan Hills, située en Antarctique de l'Est, des campagnes de forage ont récemment dévoilé des carottes de glace qui remontent jusqu'à environ 6 millions d'années. Cette découverte permet de plonger dans la fin du Miocène supérieur, c'est-à-dire un intervalle où la planète affiche déjà une tendance au refroidissement global, tout en conservant encore certaines caractéristiques héritées du Miocène Climate Optimum. Les mesures d'isotopes, telles que le delta 18O,
y affiche des valeurs relativement basses, parfois interprétées comme révélatrices d'un climat plus froid. Néanmoins, lorsqu'on se concentre spécifiquement sur les environs d'Alan Hills, il est crucial de rappeler que plusieurs facteurs peuvent influencer ces signatures isotopiques au niveau local. Par exemple, l'altitude à laquelle la glace s'est formée peut affecter la composition isotopique de l'eau. Plus l'on s'élève en altitude, plus le rapport entre les isotopes lourds et légers de l'oxygène tend à diminuer, reflétant des températures de condensation plus basses. Ainsi, si la région d'Alan Hills était plus élevée qu'aujourd'hui, ou si les précipitations provenaient de masses d'air ayant franchi des barrières topographiques, la neige qui s'y déposait aurait sans doute un delta 18O plus faible, même en l'absence d'un refroidissement majeur. Un autre élément à prendre en compte est le phénomène d'advection, c'est-à-dire le transport d'air et d'humidité depuis des zones géographiques particulières. Dans les régions polaires, les vents katabatiques, qui s'écoulent depuis les hauteurs centrales de l'Antarctique vers la côte, peuvent amener de l'air très froid et sec, contribuant également à abaisser le delta 18O de la neige qui tombe. De plus, des inversions de température, assez fréquentes sous ces latitudes, peuvent piéger des couches d'air froid à proximité du sol, ce qui influence non seulement les conditions météorologiques locales, mais aussi la signature en isotope de l'oxygène observée dans la glace. Ainsi, quand les scientifiques interprètent la valeur du delta 18O d'une carotte polaire, ils doivent garder à l'esprit les conditions topographiques et atmosphériques de l'époque, plutôt que le conclure immédiatement à un refroidissement général de la planète. C'est la combinaison de multiples indices, tels que la présence de certains minéraux provenant de poussières continentales, la composition chimique des bulles d'air ou encore la répartition des différents isotopes de l'hydrogène, qui permet d'avoir une vision plus précise du contexte. Toutes ces considérations mettent en lumière l'intérêt capital des bulles d'air piégées dans la glace Miocène pour reconstituer les changements climatiques à grande échelle. Grâce à ces réservoirs de gaz antiques, il devient possible d'évaluer directement les niveaux de dioxyde de carbone, CO2, et de méthane, CH4, deux acteurs majeurs de l'effet de serre et de la régulation de la température terrestre. Jusqu'à présent, pour estimer la concentration passée de ces gaz, les paléoclimatologues devaient se contenter de proxys, c'est-à-dire des indicateurs indirects. Certains analysaient la densité des stomates sur des feuilles fossiles d'arbres, considérant qu'un fort taux de dioxyde de carbone favorise la fermeture partielle des ouvertures microscopiques qui assurent les échanges gazeux. D'autres se tournaient vers la chimie des coquilles de foraminifères pour en déduire la proportion de carbone dissous dans les océans. Si ces méthodes ont permis de dresser un tableau global relativement cohérent, elles comportent inévitablement des marges d'erreur liées à la complexité de la biosphère, de l'hydrosphère et de l'atmosphère. Dans le cas des bulles enfermant directement l'air ancien, on réduit considérablement le risque d'interprétation hasardeuse, puisque la teneur en gaz est mesurée telle qu'elle, sans passer par l'intermédiaire d'un processus biologique ou géochimique susceptible de brouiller le signal. En outre, l'analyse isotopique détaillée de ces gaz, par exemple la proportion d'isotopes stables du carbone qui peuvent varier en fonction des sources de dioxyde de carbone, offre un moyen supplémentaire de reconstituer l'origine et le parcours de ces gaz à travers l'atmosphère et l'océan. Les variables ainsi mesurables dans les bulles d'air englobent la concentration en dioxyde de carbone, en méthane et en autres gaz, la part d'isotopes stables du carbone ou de l'oxygène, et parfois la présence de composés rares informant sur la chimie atmosphérique au moment où la glace s'est formée. On peut interroger directement le niveau de dioxyde de carbone au cours des phases chaudes et observer sa baisse progressive lors des périodes plus froides. On veut aussi clarifier le rôle du méthane, un gaz à effet de serre plus puissant que le dioxyde de carbone sur des échelles courtes, mais globalement moins abondant. Il existe cependant des incertitudes, car la glace ne fournit pas toujours une série continue. Et Alan Hills représente peut-être une zone trop locale pour saisir une tendance générale. Les chercheurs comparent déjà ces résultats à ceux d'autres forages pour séparer les signaux planétaires des particularités régionales. Ces efforts affinent la chronologie mondiale. Il y a entre 5 300 000 années et 2 600 000 années, la Terre traversait une époque que l'on appelle le Pliocène. À cette période, notre planète présentait un climat plus chaud que celui que nous avons connu à l'ère pré-industrielle, avant la forte empreinte de l'activité humaine sur l'atmosphère. Les chercheurs estiment que la température moyenne globale se situait alors environ 2 à 4 degrés Celsius au-dessus de ce qui prévalait sur Terre juste avant l'industrialisation.
Une telle différence peut sembler modeste lorsqu'on la compare aux variations quotidiennes que nous vivons. Mais, à l'échelle planétaire, elle transforme grandement le visage des océans, de l'atmosphère et des calottes de glace polaire. Cela se traduit notamment par une hausse notable du niveau des mers, dont l'élévation au Pliocène pouvait atteindre entre 10 et 25 mètres de plus que le niveau actuel, ce qui redessinerait complètement nos littoraux modernes. Les côtes de nombreuses régions habitées de nos jours auraient alors été submergées, et des plaines côtières entières seraient devenues des fonds marins peu profonds, propices à l'établissement d'écosystèmes différents de ceux que nous connaissons. Cette période constitue un sujet d'étude privilégié pour les paléoclimatologues, qui tentent de reconstituer ces paysages anciens afin de mieux comprendre les mécanismes en jeu dans les changements climatiques. Le Quaternaire, qui débute il y a environ 2 600 000 années et se prolonge jusqu'à aujourd'hui, est marqué par de réguliers changements climatiques. Il se définit par une alternance entre des périodes glaciaires, lorsque la calotte polaire et les glaciers continentaux s'étendent, et des périodes interglaciaires, où les glaces reculent et la température moyenne remonte. Cette rythmique résulte en grande partie des variations dans les paramètres de l'orbite terrestre, mise en évidence au XXe siècle par le mathématicien Milutin Milankovitch. L'excentricité de l'orbite, l'inclinaison de l'axe de rotation et la précession, qui correspond au changement d'orientation de cet axe, modifient la quantité de rayonnement solaire reçu à différentes latitudes. Ainsi, à certaines étapes, la Terre reçoit moins de chaleur pendant l'été, favorisant l'accumulation de neige, tandis qu'à d'autres, un ensoleillement plus important accélère la fonte. Chaque cycle s'étale sur des dizaines de milliers d'années, suffisamment long pour remodeler le paysage, mais suffisamment court pour que l'on observe une succession d'âges glaciaires et de redoux successifs au fil du Quaternaire. L'Holocène, qui a débuté il y a environ 11 700 ans, correspond à la phase interglaciaire actuelle. Grâce à l'analyse des carottes récentes, on sait que ce laps de temps a bénéficié d'un climat relativement stable, permettant l'essor de l'agriculture et la progression des civilisations. Les glaciers, autrefois imposants dans l'hémisphère nord, se sont retirés vers des latitudes plus élevées, libérant de vastes terres propices à l'habitation. Pendant cette période, les concentrations de dioxyde de carbone et de méthane sont restées dans une fourchette modérée, comparée aux fluctuations majeures connues dans les archives plus anciennes du Quaternaire. Cependant, diverses oscillations, comme l'optimum climatique de l'Holocène ou le petit âge glaciaire, ont ponctué cette époque. Ces variations montrent que le climat n'est jamais complètement figé, même durant un interglaciaire. De nos jours, l'examen poussé des glaces polaires confirme toutefois l'apparition d'un nouveau phénomène. La hausse rapide du dioxyde de carbone en lien avec l'activité humaine, signalant l'entrée dans une ère où les forces naturelles et anthropiques se superposent. Accélération des émissions de gaz à effet de serre. Principalement le dioxyde de carbone issu de la combustion des énergies fossiles et le méthane libéré par l'agriculture ou l'exploitation des hydrocarbures se démarquent nettement des tendances observées jusque-là. Là où il fallait parfois des millénaires pour que la concentration atmosphérique évolue de quelques dizaines de parties par million, on remarque aujourd'hui une progression fulgurante en seulement 2 siècles. Les carottes de Vostok et des Picadumsee nous enseignent que, durant les plus froides épisodes glaciaires, la concentration en dioxyde de carbone pouvait grimper ou baisser sur des milliers d'années. À présent, ces variations se produisent sur quelques décennies. Les modèles climatiques, calés sur les données glaciaires passées et enrichis par les relevés directs, indiquent qu'un niveau atmosphérique très élevé en dioxyde de carbone pourrait maintenir la Terre dans un état de réchauffement persistant. Les calottes glaciaires, sensibles à de faibles modifications de la température moyenne, risquent alors de perdre de la masse à un rythme accentué. La perspective d'un recul accéléré des glaces soulève des questions sur l'élévation du niveau des mers, la redistribution des régimes de précipitation et les bouleversements dans la circulation océanique. Les enregistrements continus du Quaternaire révèlent que, lors des transitions interglaciaires, la fonte partielle des calottes pouvait déjà engendrer une hausse du niveau marin de plusieurs mètres par rapport à la situation glaciaire. Or, dans le cas actuel, la vitesse d'injection du dioxyde de carbone laisse présager des changements plus abrupts, potentiellement difficiles à compenser pour les écosystèmes et les communautés humaines. Les études menées sur la calotte antarctique de l'Est suggèrent que certaines régions, notamment près du littoral, pourraient se révéler plus instables qu'on ne le pensait. Les carottes très anciennes, comme celle d'Alan Hills, offrent un point de comparaison éloigné dans le temps,
mais particulièrement précieux pour tester la réponse des glaces à des conditions atmosphériques distinctes. En combinant ces instantanés anciens avec les films continus récents, les scientifiques affinent leur compréhension de l'évolution possible de la calotte. D'un point de vue méthodologique, l'accord entre les proxys relevés dans les carottes polaires, les traces de végétation fossile ou encore la chimie des sédiments marins encourage à considérer une vision intégrée du climat. Le Quaternaire apparaît alors comme un laboratoire naturel, où se sont déroulées des successions de changements lents ou rapides, documentés dans les couches de glace et de roches. En analysant soigneusement la géochimie de chaque coupe de carotte, on identifie les signatures spécifiques de la température paléoclimatique, l'étendue des glaces et de la concentration en dioxyde de carbone. On peut même remonter aux variations de la circulation atmosphérique, en notant comment les poussières se déposent différemment selon que les vents dominants soufflent depuis des régions arides ou plus humides. Les carottes de Vostok et d'Epicadome C, réputées pour leur qualité et leur continuité, ont fourni un degré de détail inégalé, jusqu'à ce que l'on découvre des fragments de glace encore plus anciens, susceptibles de remonter au-delà de l'échelle habituelle des grandes forations continues. Le fil conducteur reliant ces échantillons plus récents et ces capsules temporelles anciennes permet de dresser une chronologie des âges glaciaires et interglaciaires sur des millions d'années, bien au-delà de la simple fenêtre de 800 000 ans. Les scientifiques espèrent ainsi mieux comprendre la réponse de la calotte antarctique à des niveaux de dioxyde de carbone supérieurs à ceux mesurés dans les échantillons classiques du Quaternaire. Si les modèles s'accordent à montrer que de hautes concentrations de dioxyde de carbone entraînent un retrait significatif de la glace, l'ampleur et la rapidité de ce processus restent difficiles à estimer. Les mesures issues des forages à Allan Hills pourront peut-être lever une partie de ce voile d'incertitude. Les isotopes de l'eau, l'abondance en méthane et d'autres signatures chimiques y sont comme un message chiffré envoyé par une terre lointaine. Rafraîchir ce passé revient à mieux anticiper l'avenir, en reconstituant la gamme des climats que notre planète a traversés et la manière dont la cryosphère réagit à de légères impulsions de chaleur. De plus, l'archive glaciaire continue du Quaternaire permet de contextualiser la période actuelle, où la modification de l'atmosphère s'opère à un rythme inédit. Jadis, les variations de l'ensoleillement liées aux paramètres orbitaux modulaient progressivement la quantité de neige accumulée, déclenchant ou mettant fin à une glaciation. Aujourd'hui, outre les cycles astronomiques qui demeurent actifs, se superpose la force anthropique caractérisée par l'émission de dioxyde de carbone, de méthane et d'autres gaz à effet de serre. Les relevés instrumentaux modernes, corrélés aux archives glaciaires, confirment que cette nouvelle donne pourrait repousser, voire annuler, le retour d'une ère glaciaire dans un futur lointain. Il reste toutefois incertain de savoir si d'autres rétroactions